fait, je vais commencer par un avertissement à nos deux conférenciers. Comme je suis arrivé 24 heures avant eux, je vais me permettre d'en faire bénéficier de ma vaste expérience. À la différence des nordistes qui disent le général de Gaulle, ici on dit on ne connaît que de Gaulle. Donc voilà, c'est une précision terminologique qui est bonne à connaître. Alors, je vais commencer par vous demander votre avis sur une phrase d'un corps résistant qui s'appelait Claude Bourdet, phrase qui m'a toujours intrigué. Il avait dit ceci, si ça n'avait pas été lui, ça aurait été un autre. Et donc, Serge Bercel, je voudrais savoir ce que vous en pensez, déjà dans un premier temps, pour mettre les pieds dans l'eau. Ça me paraît une proposition très audacieuse, parce qu'il me semble tout à fait clair que dans les événements qui se sont produits de 1940 à 1944 ou 1945, la personnalité du général de Gaulle, lui, et pas un autre, a été tout à fait fondamentale. Alors, ce que voulait dire Claude Bourdet, c'est qu'on aurait vraisemblablement trouvé quelqu'un pour servir de symbole au refus de l'armistice, à la politique du gouvernement Vichy. Mais, compte tenu, je pense, de ce que nous allons dire, je crois que là, il faut autant, un historien, je pense que ce qui est important, c'est l'évolution globale des sociétés, c'est clair. Mais il est clair que le rôle de l'individu de Gaulle est ici tout à fait fondamental, crucial, et qu'on voit mal en dehors de lui qui, avec aussi peu de moyens de départ, aussi peu de notoriété, aussi peu d'audience internationale, ait pu réaliser ce qu'il a réalisé. Et là, moi, je suis assez en désaccord avec ce niveau. Mais bon, c'est un point de vue personnel. Frédéric Salabarou, votre opinion. C'est effectivement la plus belle des questions. Et puis ça renvoie effectivement à la nature de la personne et à la problématique du destin. Enfin, Churchill ne s'est pas trompé lors de leur première rencontre quand le gouvernement est en débat et il est sur la Loire. Il raconte, Churchill, enfin, sous votre contrôle, qui s'est approché de Gaulle après ce premier conseil des ministres franco-britanniques et lui a murmuré à l'oreille l'homme du destin. Ce qui est clair, c'est que personne n'attendait de Gaulle. Il était inconnu, il était déjà âgé, il avait 50 ans, c'était l'expérience de vie de l'époque, il était plutôt marginalisé dans l'armée et assez peu connu. Malraux disait, on a su que de Gaulle était grand, de taille, seulement en 1944. On attendait Reynaud, plutôt le triptyque Reynaud et les deux présidents de chambre, Reynaud et Riot Jeannet. On attendait Mandel, celui que Churchill appelait Mandel le Grand, et c'est de Gaulle qui passe à l'acte le 18 juin. C'est certainement pas un hasard. Beaucoup de choses dans son parcours l'avaient construit pour ce rendez-vous. D'abord, il avait cette caractéristique intellectuelle qui est très exceptionnelle, une immense culture, notamment historique d'un côté, ce qui fait qu'il savait que jamais aucune puissance n'avait dominé le continent européen et que ça n'allait pas commencer cette fois-ci. Et il avait surtout, ce qui est plus mystérieux, la conscience aiguë de la prédominance du progrès technique. C'est-à-dire que ce qui avait changé, c'était la puissance des forces motorisées, le couple char-avion, qui avait contribué à la victoire de l'Allemagne dans la bataille de France, contribuerait à son écrasement. Donc il avait cette conscience qui était aiguë. Deuxième atout que lui avait donné la vie, il connaissait Pétain. Il avait été son principal collaborateur, son dauphin, ses plus proches, après, ils ont rompu ensuite en deux temps, 1927 et 1938. Donc il savait pertinemment qui il était. Il disait, Pétain est un grand homme qui est mort en 1925. Il savait qu'il n'était absolument pas un recours, qu'il était pris désormais dans une sorte de mélange d'ambition sénile et qu'il était en réalité un danger. Donc contrairement à l'immense majorité des Français de l'époque et de la classe politique, ils savaient à quoi s'attendre de lui et qu'il n'y avait justement
rien à en attendre. Ensuite, il était pas du tout impressionné par la victoire de l'Allemagne dans la bataille de France. Ça n'était jamais que l'application des théories qu'il avait défendues dans la France et son armée, et qu'il avait aussi vécu sur le terrain, puisqu'il avait dirigé une division blindée qui avait été constituée de briques et brocs pendant la bataille de France, et à Montcornet et à Abbeville, un temps, il avait fait reculer les troupes allemandes. Donc il savait que ce n'était pas le triomphe d'une nouvelle civilisation, d'un homme supérieur, c'était juste l'application d'une doctrine que la France aurait dû appliquer. Et puis petit à petit, il était passé du soldat au politique. Son passage au SGDN, son rapport avec Reynaud, il avait convaincu que la victoire était autant sur le terrain que dans le monde politique. Il avait commencé à lutter, effectivement, il est sous-secrétaire d'État dans le dernier gouvernement Reynaud, donc il avait opéré cette mutation. Donc il y a quelque chose qui renvoie au mot de Gaulle, tout, alors que ça n'aurait pas pu être lui, le préparer pour être au rendez-vous du 18 juin. Après on en reparlera, il y a chez lui, et je suis tout à fait d'accord avec M. le professeur Bernstein, des qualités d'homme politique et de vision tout à fait exceptionnelles qui font que sans doute il y aurait eu le symbole de la résistance française extérieure. On aurait trouvé un Giraud, on viendra peut-être sur Giraud, qui était le choix des autres. Mais l'exceptionnalité de De Gaulle était déjà construite dans son parcours et notamment dans sa traversée du désert des années. Oui, alors, effectivement, une excellente introduction à ce que nous voulions savoir. Qu'est-ce qui a préparé De Gaulle à cette mission tout de même assez extraordinaire qu'il va accomplir pendant 5 ans, avec tout de même des obstacles tout à fait hors normes qui auraient probablement brisé n'importe quel mortel ordinaire qui aurait probablement démissionné ou se serait retiré dans une maison de fous, étant donné à la fois les contraintes intérieures et extérieures. Sur cette préparation à la mission du général de Gaulle, Serge Bernstein, est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire? Bien écoutez, je crois que M. Salabarou a dit l'essentiel, c'est-à-dire un militaire qui se pense en écrivain militaire pendant une grande partie de sa carrière. Il publie 3 livres importants entre 1924 et 1934, et des livres qu'on est obligé maintenant de lire en décalant ce qu'il dit de l'armée et de son organisation vers un projet politique, tant il me semble que toute sa carrière politique se trouve organisée autour de ce qu'il juge de supérieur par l'efficacité dans la chaîne de commandement militaire. Au fond, sa grande idée, quand on lit par exemple un ouvrage comme celui de 1924, La discorde chez l'ennemi, où ce militaire explique que si l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, c'est parce que les militaires ont voulu remplacer le gouvernement et que les militaires sont des gens qui ne pensent qu'à la conduite des opérations. Or, il explique dans La discorde chez l'ennemi qu'une guerre se gagne par la stratégie d'ensemble. Et cette stratégie d'ensemble, elle n'implique pas que les événements militaires. Elle implique une organisation complète de la nation, elle implique des coordonnées internationales, elle implique une mise en œuvre économique. Or ça, les militaires ne savent pas le faire. On peut penser par exemple, alors c'est une autre époque, beaucoup d'années plus tard, ce qu'ils pensent des militaires en 1961, au moment du putsch d'Alger. On a changé de période, mais son idée n'a pas changé. Ce sont des gens qui ont un savoir-faire expéditif et limité. Ce sont les deux paroles du général de Gaulle. Et donc, pour lui, il est évident que conduire une guerre, ça se conduit au niveau de l'État, au niveau de la puissance de l'État, et c'est en quoi il admire
un personnage comme Clémenceau pendant la Première Guerre mondiale, et qu'il pense que les militaires doivent être limités à la conduite technique, en quelque sorte, des opérations. Alors, voilà quelque chose, si vous voulez, qui est important. Il écrit en 1932 un autre ouvrage qui s'appelle « Le fil de l'épée », qui ne concerne que l'armée, et où il explique ce que doit être un chef militaire. Et quand on lit cet ouvrage, on s'aperçoit que le chef militaire, le chef, c'est une idée importante dans les années 30, la droite est à la recherche d'un chef. Et il explique ce qu'est le chef, un homme de caractère, en expliquant quelles sont les attitudes que doit prendre ce chef. Et lorsqu'on le lit a posteriori, on est frappé par le fait que ce chef, c'est l'autoportrait du général de Gaulle dans son caractère, dans ses attitudes, dans ses options, le culte du secret, l'apparition lente, mais rare, mais spectaculaire, etc. Donc, quelque chose, si vous voulez, il a pensé la chose militaire comme le pense normalement un chef politique. Et de ce point de vue, il y a effectivement une préparation, alors est-ce la voie du destin, c'est ce qu'il penserait, qui explique ce rôle qu'a joué un général qui n'est pas très populaire quand il commence à se mêler de politique. Il faut bien voir que la République française est une république qui se méfie des militaires. On y voit toujours un Bonaparte ou un général Boulanger. Et De Gaulle, lui, va, en quelque sorte, se préparer politiquement en écrivant des ouvrages militaires. Alors, sur ce plan, il y a évidemment quelque chose qui est tout à fait fondamental, mais qui me semble avoir été, dans ces années-là, que la vision d'un chef militaire qu'il va appliquer à la politique le jour où il en aura la nécessité et le besoin. Donc je crois que cette préparation, elle est très importante. Il ne s'est évidemment pas préparé à être chef de gouvernement ni chef d'État, mais tout ce qu'il dit de l'efficacité de la chaîne de commandement militaire peut s'appliquer, en tout cas, à ses idées politiques et, je dirais, au régime qu'il a fondé bien longtemps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais je crois que nous avons là deux résumés excellents et tout à fait complémentaires de ce qui a préparé De Gaulle à cette épreuve qui commence en juin 1940. Et pour passer à la deuxième phase, c'est-à-dire comment est-ce qu'il arrive à monter quelque chose qui puisse tenir, j'introduirai en insistant sur l'extraordinaire dénuement du général lorsqu'il arrive, notamment par rapport aux autres mouvements ou gouvernements en exil à Londres. De ce point de vue, pour donner une petite idée, je me souviens de ce que m'avait dit son aide de camp, Geoffroy de Courcelles, qui est son premier compagnon, et qui racontait qu'au mois d'octobre 1940, ils avaient un bureau temporaire près de la Tamise, c'était très humide, c'était très froid, et il y avait, à l'époque, en Angleterre, il y a eu encore pendant très longtemps, vous savez, un petit chauffage assez miteux qui donnait un petit peu de chaleur dans la pièce. C'était soit du gaz, soit une petite résistance électrique. Il fallait mettre à chaque fois une pièce et vous aviez un quart d'heure de chauffage. Et Geoffroy de Courcelles dit on avait épuisé notre stock et ça commençait à faire un petit peu froid. Et le général me dit Courcelles, vous n'auriez pas encore une petite pièce? Et Geoffroy de Courcelles dit je fouille dans mon imperméable et puis par chance tout au fond de la poche je retrouve une pièce. Alors je la mets dans la fente
et puis on se blottit contre la résistance, là, un petit peu de chaleur, et il dit d'un seul coup au-dessus de moi, j'entends « Voyez, Courcelles, à quoi en est réduite la France ?» Et quand il disait on part à zéro, c'était effectivement bien ça, on partait à zéro. Ouais. Donc voilà ce que je vais vous demander à l'un et à l'autre. Félix Alabarou, comment est-ce qu'il a commencé à rebâtir cette France avec des bouts d'allumettes, comme il disait? Comment est-ce qu'il s'y est pris? Quelles ont été ses priorités? Quels obstacles est-ce qu'il a rencontrés et comment il a réussi à les surmonter, en fait, dans ces premiers mois, dans ces 2 premières années qui ont vraiment été de loin les plus difficiles. Comment est-ce qu'il a fait ce que d'autres n'auraient pas pu faire, puisque je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que si ça n'avait pas été lui, ça n'aurait été personne d'autre. D'abord, il y a l'homme dans son ressenti des 17-18 juin, donc juste avant l'appel, et il y a effectivement l'homme d'histoire, cette figure marquante qui va construire quelque chose à partir du 18 juin. Celui qui se décide à passer le pas les 16, 17 et 18 juin est quelqu'un qui est pris malgré tout par le doute. C'est pas la figure historique qu'on peut imaginer, c'est aussi un homme. Spears, l'envoyé de Churchill, avec lequel il fait le passage en avion de Bordeaux à Londres, le décrit, pour reprendre ses termes, comme un homme à la dérive, rongé par le doute. Il est effectivement pris par le doute. C'est quand même un pas invraisemblable pour un officier supérieur, un ministre en exercice, de passer le pas et de rentrer, c'est ce qu'il dit lui-même, dans quelque chose qui est hors de toutes les séries, rompre avec tout, qui le conduira, ce n'est pas rien, même si la sentence n'aurait peut-être pas été exécutée, à être condamné à mort. Donc il y a quelque chose qui est un pas radical. Il laisse sa famille. Yves de Gaulle, qui va écrire, dans quelques jours, qui va sortir un livre sur les souvenirs de sa famille, de son père, raconte qu'il ne savait absolument pas où était sa femme et ses enfants quand il décide de passer le pas. Donc l'acte est un acte qui est terrible, mais qui est entré dans toute l'histoire dont on a parlé. Sa mère qui est mourante et qui apprend le 18 juin qu'il a fait son appel, dit « Je reconnais bien là mon Charles, il ne fait que son devoir ». Donc on retrouve quelque chose qui se construit, mais c'est quand même un acte qui est invraisemblable. Et jusqu'à la dernière minute, il doute, il envoie un télégramme au gouvernement en disant « Je me tiens à vos ordres s'il y a quelque chose que vous souhaitez que je fasse de Londres ». Et puis, il va passer le pas. Et là, c'est en revanche une construction qui est une pure leçon d'homme d'État et de politique qui va lui permettre de construire à partir de rien, puisque Churchill le reçoit en lui disant le 27 juin 40, « Vous êtes seul, et bien je vous reconnais tout seul dans ce pays comme leader des Français libres ». Effectivement, il n'a rien. Mais il va construire une architecture politique d'une solidité absolue. D'abord, il y a une vision. Il a la vision que la guerre ne fait que commencer. C'est ce qu'il explique dans l'appel du 18 juin, et que les puissances industrialo-militaires qui se sont déployées vont se déployer de manière encore plus puissante, et que la défaite de l'Allemagne est inéluctable. Il est probablement, à cette époque, avec les Britanniques, le seul à penser. En tout cas, personne ne le pense, ou quasiment personne ne le pense en France. La deuxième chose, c'est, et c'est là qu'il a complètement muté du militaire au politique, comme ça a été dit, il se construit une image. Et il se construit une image en affrontant, via les moyens de communication de l'époque, de masse, c'est-à-dire la radio, frontalement, le maréchal Pétain, qui est le symbole de la France de Vichy, et qui est celui qui est reconnu par tous comme le recours, et encore à l'époque considéré comme celui qui pourrait le mieux résister et s'opposer aux Allemands. Et là, quand on regarde les interventions radiophoniques de Gaulle, on est dans de la politique géniale. Par exemple, son discours du 11 novembre 40, qui est un hommage au maréchal, mais au maréchal Foch, est un modèle politique.
la façon dont il retourne le concept de maréchal, quand il retourne le concept de gloire militaire et touche au cœur de ce qui peut faire le plus mal au maréchal Pétain, puisque Pétain aurait voulu être le vainqueur de la Grande Guerre, c'est pas lui, c'est Foch. Donc là, il y a déjà quelque chose qui renvoie à un vrai génie de communication. D'un coup, l'inconnu, en s'opposant frontalement à celui qui a l'image la plus forte, s'élève à son niveau. Dans les écoles qui peuvent exister de communication politique, c'est une des leçons, mais il la connaît d'instinct. La deuxième chose, elle est politique et elle est absolument essentielle. Le triptyque Pétain-Laval-Alibert renverse la République. De Gaulle, qui vient d'une famille qui n'était pas fondamentalement républicaine, mais qui fait le parcours de considérer un peu à la Péguy qu'il y a une continuité entre la France monarchique et la République et que tout ça c'est la même France, lui va prendre le contre-pied complet. Et dès la déclaration organique du 16 novembre 1940, il vise les lois constitutionnelles de la Troisième République. Donc il s'inscrit très clairement, aidé en cela par Cassin qui est à ses côtés, dans la continuité républicaine. Donc il fait un choix qui est un choix fondamental, il assume la continuité. Lui qui n'est rien assume la continuité. Ensuite, contrairement à d'autres gouvernements en exil, les Belges, les Polonais, il va être obsédé par la création d'une vraie organisation étatique. Dès l'été, il faut une base territoriale. C'est l'Empire qui va le permettre. Alors, il y a l'échec de Dakar en septembre, mais il y a l'Afrique équatoriale française qui lui donne une assise territoriale. Il va aussi vouloir des forces françaises sur le terrain, une armée qui continue à combattre pour assumer la continuité. C'est la création des forces françaises libres avec, je crois que vous y reviendrez dans les séances qui sont prévues, le premier moment de gloire militaire des troupes françaises à l'Irakienne, qui est quelque chose qui est extrêmement symbolique, que la France est dans la guerre et qu'elle est capable de ralentir l'Afrique à corps, ce qui permet aux Anglais ensuite de se retourner et de gagner à la mer. Donc il y a cette idée, il faut une organisation territoriale et une sorte de quasi-État en partant de rien. Mais il est dans cette construction qui est très forte. Et puis, il y a deux points qui sont également très importants, c'est l'organisation de la résistance et l'unité de la résistance. Dans les ressorts de la légitimité du général de Gaulle, quand il affrontera, on y reviendra, dans un climat totalement inégal et désespérant Roosevelt, il va s'en sortir parce que la résistance va le soutenir. Et donc ça, c'est le rôle de Jean Moulin, du télégramme de mai 1943, où il annonce que à Roosevelt et aux Alliés, que toute la résistance intérieure est derrière le général de Gaulle. Donc, légitimité intérieure. Et puis, point qui n'est pas neutre, qui est moins connu mais qui n'est pas neutre, c'est que dans une guerre dans laquelle une des lignes de fracture est le statut des Juifs, de Gaulle va prendre une position qui va être une position qui va lui attirer un énorme point de sympathie dans le monde anglo-saxon et notamment aux États-Unis, qui fait que Roosevelt va être toujours dans cette volonté d'abattre de Gaulle, confronté à une opinion publique qui est hostile. Dès juin 1940, ou un peu plus tard, quelques semaines plus tard, quand Georges Boris, l'ancien du Front populaire juif qui était rejeté à l'époque parce qu'on lui reprochait de ne pas avoir contribué au rassemblement de la France, débarque à Londres et qu'on vient le voir, et qu'on vient voir le général de Gaulle en lui disant on ne peut pas admettre cet ancien du Front populaire et un juif dans nos équipes, de Gaulle écarte ça de manière très claire en disant je ne connais que deux catégories de Français, ceux qui font leur devoir et ceux qui ne le font pas. Il a voulu combattre à plus de 50 ans, il a sa place ici. Donc ça, c'est très fort. Deuxième chose, beaucoup plus politique encore, et qui va lui permettre de prendre le dessus sur Giraud à Alger, c'est la problématique du rétablissement des décrets Crémieux qui donnaient la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Giraud refuse de rétablir les décrets Crémieux qui avaient été abolis par Vichy. De Gaulle prend cette position qui est très claire. Donc il va s'attirer un courant de sympathie très fort dans l'opinion publique anglo-saxonne. Et tout ça est symbolisé par une lettre de novembre 1942 de Blum à Churchill et à Roosevelt, où il explique très clairement que lui, leader des socialistes français, et quelque part porte-drapeau de ceux qui défendent l'idée démocratique en France,
reconnaissent le général de Gaulle comme un démocrate et le reconnaissent comme chef légitime. Ce n'est pas le hasard, c'est le résultat de cette construction politique dans laquelle de Gaulle a voulu reconstruire une base de légitimité française à partir de principes extrêmement clairs sur le plan politique et notamment le choix de la République, qui fait qu'il est reconnu non pas comme le combattant de l'extérieur qu'il aurait pu être, ce qu'aurait voulu être Giraud, c'est-à-dire un militaire qui gagne les batailles sur le terrain, mais quelqu'un qui incarne la continuité républicaine française. Là, le soutien à la résistance de l'intérieur, le soutien de Blum comme chef de Gaulle, comme chef démocrate, sont des choses qui sont fondamentales et qui vont lui permettre de construire à partir d'un poêle qui n'était pas capable, comme vous dites, de faire chauffer en permanence, une vraie base nationale pour permettre à la France, qui est complètement invraisemblable quand on regarde ce que Roosevelt pouvait penser de la France, ou Staline, et ce qu'était la défaite de juin 40, lui permettre d'être malgré tout à l'arrivée dans le camp des vaincus. Alors, nous avons déjà une assez bonne idée des moyens employés pour reconstruire cette France libre avec des bouts d'allumettes, comme disait le général. Est-ce que vous avez aussi quelques allumettes à nous présenter? Oui. Bon, d'abord, si vous voulez, je crois qu'il faut effectivement insister, comme l'ont fait à la fois M. Kersauzon et M. Salavaro, sur le dénuement complet du général de Gaulle. Il faut dire que la France libre, à l'origine, au moment du 18 juin, ce sont deux personnes, le général de Gaulle et son aide de camp, Geoffroy de Courcelles. Deux personnes, lorsque on voit arriver de France dans les jours qui ont suivi le 18 juin, l'un de ceux qui vont rejoindre le général de Gaulle, un ancien ambassadeur, je crois, qui vient trouver le général de Gaulle et Geoffroy de Courcelles et leur dire en quoi puis-je vous être utile, qu'est-ce que je peux faire pour vous? La réponse c'est eh bien écoutez, si vous vouliez bien assurer la permanence pendant l'heure du déjeuner, ça nous permettrait nous-mêmes d'aller déjeuner. Voilà. Donc deux personnes au départ. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est comment De Gaulle voit-il son projet? Alors là, il est intéressant de regarder, M. Salavaro en a cité une partie, les discours qui sont prononcés à la radio de Londres grâce à l'entremise de Churchill, qui va permettre à De Gaulle de s'adresser aux Français par la BBC. Alors, si on prend, si vous voulez, l'ensemble de ces discours à la radio de Londres, il en ressort trois idées. Et trois idées qui posent un problème fondamental à l'histoire politique telle qu'elle existe à ce moment-là. La première idée, c'est qui est responsable de la défaite? Au moment où le gouvernement de Vichy accuse le Front populaire, vous savez, les discours de Pétain, on a revendiqué plus qu'on a servi, l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice, et De Gaulle dit clairement, les responsables de la défaite, ce sont les chefs militaires qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, et en tête, le maréchal Pétain. Alors cette phrase, qui est la première du premier discours du général de Gaulle, il ne l'a pas prononcée à la radio parce qu'elle a été censurée par les Britanniques. Pourquoi les Britanniques la censurent-ils? Parce que, alors là je me retourne vers M. Kersauzon qui en est un spécialiste, il est clair que pour les Anglais à l'époque, le général de Gaulle, qui ne représente pas grand-chose, n'est pas une solution. Et par conséquent, il s'en sert d'une certaine manière, il l'aide, certes, il l'aide à se faire connaître, mais en même temps, il entend limiter les vues du général de Gaulle. Et il lui déplaît qu'à une époque où les ponts ne sont pas complètement rompus avec le gouvernement de Vichy, d'une phrase comme celle qui accuse au fond Pétain d'être le principal responsable de la défaite, soit inaudible pour les Français. La deuxième idée, c'est que ce gouvernement de Vichy a accepté l'impensable
en acceptant la signature de l'armistice qui, aux yeux du général de Gaulle, est indéfendable. Et il y a cette fameuse phrase « Le gouvernement s'est rué à la servitude », c'est-à-dire qu'il a fait, et c'est vrai lorsqu'on regarde le détail historique, tout ce qu'il fallait pour que l'armistice soit signé et que le gouvernement français reste en France. Donc, deuxième responsabilité, accepter un armistice indéfendable et l'accepter de grand cœur. Et puis, troisième idée qui ressort, et dès le 19 juin, le lendemain du 18 juin, le général de Gaulle affirme qu'il entend parler au nom de la France. Alors, au nom de la France, qu'est-ce que ça veut dire? Pour défendre son honneur, sans aucun doute. Mais, d'emblée, il va plus loin. Lorsque René Cassin, qui est un professeur de droit connu, qui est le vice-président de l'Union fédérale des anciens combattants, arrive à Londres, il va se mettre au service du général de Gaulle, qui l'accepte très volontiers, il va devenir le grand juriste de la France libre, et Cassin dit, mais au fond, qu'est-ce qui nous permet, c'est un démocrate, c'est un radical, il est habitué à ce que la souveraineté du peuple désigne le chef, qu'est-ce qui nous permet au fond de dire que nous allons défendre l'honneur de la France? Et le général de Gaulle répond à Cassin interloqué, mais nous sommes la France. Donc d'emblée, le général de Gaulle se pose en représentant de la France. Cette idée va poser un problème important parce que Churchill le reconnaît le 28 juin comme chef des Français libres. Qu'est-ce que ça veut dire? Juridiquement, rien du tout. Dans l'esprit de Churchill, l'homme qui pourrait effectivement provoquer la création d'une légion française qui combattrait aux côtés des Anglais. Mais Churchill n'accepte à aucun moment de voir en lui le chef, en quelque sorte, d'un État français virtuel qui s'organiserait en Angleterre. Or, c'est précisément ça que De Gaulle va construire. Ce qu'il veut, c'est construire l'État. C'est pas seulement que la France rentre dans la guerre, c'est pas seulement de combattre l'ennemi, c'est de reconstruire l'État français. Et de ce point de vue, il va se heurter à la réticence des autorités britanniques qui considèrent en quelque sorte qu'ils approuveraient une sorte de prise du pouvoir sans aucun appui populaire, ce qui est d'autant plus difficile pour les Anglais que la presse anglaise voit dans De Gaulle un général agressivement réactionnaire. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas bonne presse en Angleterre. Et De Gaulle, et c'est là, si vous voulez, l'effort fondamental, va imposer son point de vue, c'est-à-dire qu'il veut devenir le chef d'un gouvernement français en exil et qui soit reconnu. Alors, comme l'Angleterre s'oppose à ce qu'il devienne un chef de gouvernement, il va se servir de ces territoires africains qui se sont ralliés à lui et dont parlait M. Salabarou, pour, en territoire français, faire connaître les décisions qu'il entend prendre. Et il a un atout, c'est le Congo, grâce à Radio Brazzaville, qui émet très largement. Et par conséquent, il va se rendre à Brazzaville, et le 16 novembre 1940, nous sommes très tôt, 16 novembre 1940, à Radio Brazzaville, il annonce la déclaration organique qui justifie en quelque sorte sa prétention à représenter la France. Il y déclare que le 18 juin est une prise de pouvoir nécessitée par le caractère illégal et inconstitutionnel du pseudo-gouvernement de Vichy. Et par conséquent, la France libre
se constitue en autorité centrale provisoire et le général de Gaulle exerce la charge de représenter les intérêts français pendant toute la période de la guerre. Donc une prise de pouvoir le 16 novembre 1940. Les Anglais vont interdire à de Gaulle de publier en Angleterre ce texte de déclaration organique, qui est évidemment une sorte de révolution, de coup d'État, si l'on veut, juridique. Et de Gaulle va le publier dans un journal officiel de la France libre qu'il crée sur le moment et dont il considère qu'il fait partie de cette légitimité étatique française qu'il représente. Donc il faut bien voir que le fait fondamental pour de Gaulle, c'est de créer cet État virtuel en Angleterre qui efface à ses yeux le gouvernement de Vichy. Or, sur ce point, jamais les Alliés, ni l'Angleterre, ni, a fortiori, les États-Unis, Roosevelt voit en de Gaulle un apprenti dictateur, puisqu'il s'est déclaré en quelque sorte chef des Français, que son autorité s'étend sur les Français partout où ils se trouvent. Pour Roosevelt, de Gaulle est un apprenti dictateur. Et donc il va imposer pendant la guerre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils sont nombreux, et aux Anglais qui le soutiennent jusqu'à un certain point, et aux États-Unis qui ne le soutiennent pas du tout, son point de vue, la création d'un État virtuel. Et donc il créera en septembre 1941 un comité national français avec des commissaires qui sont en fait des ministres, qui est une sorte de gouvernement en exil, et qui se transformera lorsque il débarquera en Afrique du Nord en comité français de la libération nationale, puis le 2 juin 1944 en gouvernement provisoire de la République française. Donc, à mon avis, le rôle fondamental de De Gaulle, c'est cette création d'un État virtuel en Angleterre, mais à partir de Radio-Brazzaville, qui reste le centre, et qui est un élément important. Puis le deuxième élément, je pense qu'on va en reparler, parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole, c'est évidemment le problème du ralliement de la résistance, qui est un point important et également difficile. Oui, vous pouvez déjà nous introduire cela, ça serait Alors, déjà, vous avez quand même un résumé assez frappant du modus operandi, des coulisses de l'exploit, comment De Gaulle est arrivé à constituer un mouvement dont on a fini par accepter qu'il représentait la France, et tout cela en dépit d'obstacles gigantesques, à la fois à l'intérieur du mouvement, parce qu'il y a du tangage à l'intérieur du mouvement, et à l'extérieur, parce que les alliés sont difficiles. Et puis une fois qu'on a surmonté tout ça, il reste quand même les Allemands, les Italiens, etc., les collaborateurs de Vichy. Donc ça fait quand même des obstacles gigantesques. Voilà. Et la France métropolitaine. Donc ça fait effectivement beaucoup. Il y a quand même une chose qu'il faudrait évoquer, aussi bien en ce qui concerne De Gaulle qu'en ce qui concerne Churchill. On a quand même tendance parfois à exagérer un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire l'homme seul qui a gagné la guerre. C'est parfois dans leur mémoire respective, d'ailleurs on a un petit peu cette impression-là, ils font une part quand même assez congrue aux petites mains. Or, quand vous regardez attentivement à la fois De Gaulle et Churchill, vous voyez que sans leur entourage de gens moins inspirés, mais parfois plus pondérés, il y aurait eu des clashs et probablement qu'ils n'auraient pas pu, ni l'un ni l'autre d'ailleurs, faire ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous-même, vous seriez prêt à faire une part
disons, faire juste à ces petites mains, à cet entourage. On a essayé de le faire pour Churchill hier. Est-ce qu'on peut le faire pour De Gaulle, la part de Catroux, de Jean, de Pleven? Alors Cassin, Frédéric Salamaro en a parlé, c'était un rouage indispensable parce que c'était l'esprit juridique de la France libre. Et puis il y a Billotte, il y a Passy, il y a ce que j'ai appelé des amortisseurs. Alors est-ce que le terme est bien choisi? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Salamaro? Je suis à la fois d'accord avec vous et je reviens malgré tout sur l'exceptionnalité de Genard. C'est vrai que dans ses mémoires, il y a lui et le reste. C'est trop et c'est quand même pas faux à la fois. Le combat du général de Gaulle, juste pour revenir sur la précédente question, il est bien plus, durant toute cette période, bien plus politique que militaire. Il est tout autant contre les Alliés que contre les Allemands ou contre Vichy. C'est ça le caractère aussi épuisant de ces 4 ans de combat qu'il a dû affronter. Puisqu'en permanence, c'est un combat pour la légitimité. Quelque part, jusqu'à Montoire, qui est un choc à la fois à l'intérieur et pour les Alliés et pour les Anglais, la légitimité du pouvoir, qu'on veuille ou non, elle est à Vichy. L'essentiel des pays ont connu Vichy. Ensuite, les Britanniques et surtout Roosevelt n'ont qu'une idée en tête, c'est premièrement qu'il n'y ait pas de légitimité étatique française tant qu'il n'y a pas eu des élections après la victoire. Donc là, c'est une question de principe qui peut se défendre. Et puis quelque chose qui est beaucoup plus personnel et qui l'a probablement beaucoup atteint, beaucoup touché. Il aurait voulu être proche de Roosevelt, mais jamais réussi à nouer la moindre relation avec lui. C'est la recherche effrénée d'alternatives à De Gaulle. C'est Darlan, après le débarquement des Américains en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, jusqu'au Darlan deal, c'est-à-dire aller faire un deal avec le plus collaborateur des grands ministres du maréchal Pétain, bien plus que Laval. Laval disait « Je n'aurais jamais osé faire ce que Darlan a fait », ou même pensé faire ce que Darlan a fait. Donc le Darlan deal. Puis Giraud, qui est pour le général de Gaulle une insulte en réalité qu'on puisse le mettre sur le même plan. Giraud, totalement non politique, certes un bon militaire, mais fondamentalement pas son alter ego, ce que le représentant de Churchill en Afrique du Nord résumé en une phrase, parlant de Gaulle par rapport à Giraud, il est tellement plus intelligent que l'autre. Mais il y a ce combat violent pour la légitimité qu'il n'a cessé de porter de manière épuisante. Donc, dans ce cadre-là, c'est vrai, il y a au moins 3 grands personnages. Après, il n'y a pas de grand succès politique sans collaborateurs, il n'y a pas de grands hommes sans collaborateurs de qualité. Ça, c'est une règle qui traverse tous les temps et qui est valable aussi pour lui. 3 personnes, à mon avis, ont joué un rôle un peu plus que de collaborateurs, vous les avez cités. Catroux d'abord, parce que, je crois qu'il était général 5 étoiles, il apporte une légitimité militaire au général de Gaulle. Un général 5 étoiles se rallie au général de Gaulle qui n'en avait que 2, donc symboliquement, il le pose comme, et à titre temporaire en plus, donc il le pose comme quelqu'un ayant une légitimité politique reconnue par un grand militaire. Donc déjà cet acte est un acte important. Ensuite, Catroux, même si Churchill aurait voulu en faire lui aussi une alternative à De Gaulle, reste loyal au général de Gaulle et va être son grand diplomate. Dans l'affrontement d'Alger entre Giraud, soutenu par les Américains, et qui a probablement tous les atouts entre les mains, et notamment les victoires militaires. En Tunisie, c'est lui qui libère la Corse, il arrive à perdre le pouvoir en étant vainqueur militaire, ce qui est presque un exploit sur le plan politique, et qui a en plus cédé à la demande de Roosevelt par Jean Monnet, qui est quelqu'un de qualité sur le plan intellectuel. Catroux va être l'artisan, l'amortisseur des coups de gueule de Gaulle et des crises qu'il va ouvrir avec Giraud, et petit à petit va lui permettre de s'imposer dans ce combat qui est perdu d'avance. Donc le diplomate Catroux. Ensuite, évidemment, Jean Moulin, qui va apporter cette légitimité de la résistance unifiée au général de Gaulle. Le télégramme de Jean Moulin de mars
de mars 1943, où il explique que toute la résistance s'est ralliée au général de Gaulle et qu'elle n'acceptera pas que le général de Gaulle puisse être subordonné à Giraud, et ce qui sauve le général de Gaulle. Il n'a plus aucun atout entre les mains. Giraud est en place, il est soutenu par les Américains, il est à Londres et bloqué à Londres. C'est ce soutien-là, alors que Roosevelt a décidé et demande à Churchill de l'abattre, ce que le cabinet britannique n'accepte pas sous l'impulsion d'Eden. C'est cette déclaration, c'est ce télégramme de Moulin qui va sauver le général de Gaulle et conduire Giraud à faire l'erreur suprême, c'est-à-dire d'appeler de Gaulle à Alger. Erreur invraisemblable, là encore, sur le plan politique. Et puis il y a Leclerc qui va donner à de Gaulle des victoires militaires sur le terrain. Quand Giraud gagne en Tunisie et libère Bizerte, il a non seulement la légitimité du soutien des Alliés, mais en plus il est le vainqueur militaire. Et quasiment au même moment, Leclerc arrive dans une autre ville de Tunisie plus au sud qui s'appelle Sousse et fait acclamer le général de Gaulle. Et donc il permet de maintenir un équilibre apparent entre Giraud qui gagne sur le terrain et de Gaulle qui, à travers Leclerc, peut se targuer d'avoir lui aussi été vainqueur dans les combats militaires, parce que c'est quand même l'enjeu. L'enjeu, c'est la libération de la France, c'est la défaite de l'Allemagne, et c'est la reconquête du territoire métropolitain. Donc, si on veut classifier, après il y en a plein d'autres, et notamment le K5 qu'on a cité tout à l'heure, mais ces trois-là sont un peu au-dessus, parce que ces trois-là vont l'aider, et vont l'aider de manière décisive. Et ça, effectivement, dans ces cas-là, leur rend probablement peut-être à Moulin, pas suffisamment l'hommage qu'ils auraient mérité en termes de rôle décisif dans son parcours. Alors, dans les amortisseurs, est-ce que vous en voyez d'autres? Mais écoutez, oui et non. Ce qui est quand même frappant, si vous voulez, c'est que le problème du général de Gaulle vis-à-vis de l'opinion métropolitaine, il y a d'une part cette admiration considérable pour Pétain dès 1940, ça ne fait aucun doute. Simplement, les réticences des Anglais, mais pas seulement, vis-à-vis de Gaulle, s'expliquent aussi par la nature des gens qui l'entourent. Je veux dire par là que massivement, les gens qui vont rejoindre Londres peu à peu se situent globalement à droite ou à l'extrême droite de l'échiquier politique. Alors il y a certes des hommes de gauche, hein, on cite toujours, il y a au moins les trois, René Cassin dont on parlait tout à l'heure, le juriste qui est radical, il y a Pierre Brossolette, qui est un journaliste socialiste, que l'on cite toujours, il y a Georges Boris, qui a été l'un des collaborateurs de Léon Blum, qui se situe aussi dans une sphère de gauche, mais ce sont les éléments que l'on cite toujours, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres venus de la gauche. Pour le reste, qui rejoint de Gaulle à Londres? D'une part, un certain nombre de nationalistes qui n'ont pas accepté la défaite de la France, qui veulent continuer le combat, qui entendent que ce général prononce à la radio des discours pour continuer la guerre, et donc on voit des jeunes gens, très souvent issus de l'extrême droite française, de l'action française, rejoindre Londres par des moyens de fortune, des petits bateaux. Alors, il est clair que sur ce plan-là, on voit des gens qui ne sont pas dans l'échiquier classique de la politique française, mais qui se situent clairement à droite. On trouve un certain nombre de militaires qui vont s'évader de France et rejoindre de Gaulle. C'est le cas de Leclerc, qu'on citait il y a un instant, qui se situe aussi très à droite. Je vais revenir sur ce plan. Il y a un certain nombre de gens qui viennent des colonies, des gouverneurs coloniaux, les administrateurs coloniaux. Tous ces gens-là
représentent véritablement la frange de droite de l'échiquier politique français et vont pousser De Gaulle à le réaffirmer de différentes manières. Par exemple, les émissions faites par la France Libre à la radio de Londres, au départ, étaient annoncées par le triptyque Liberté, Égalité, Fraternité. Or, le futur général de l'Armina, qui doit être commandant à l'époque, fait valoir au général de Gaulle que si on se bat, c'est tout de même pas pour ramener la République parlementaire, et que cet appel liberté, égalité, fraternité heurte beaucoup de gens qui ont rejoint De Gaulle à Londres. Et De Gaulle va céder d'ailleurs, et l'indicatif des émissions de Radio Londres, ça deviendra honneur et patrie, ce qui est la devise de l'armée et plus celle de la République. Ça durera jusqu'en novembre 1941. Donc, il y a clairement autour de Gaulle l'idée que, certes, le général veut continuer la guerre, le général veut défendre les intérêts de la France, mais que le général a des idées d'extrême droite, d'où la manière dont les Anglais affirment le caractère agressivement réactionnaire du général de Gaulle. Et dans ces conditions, ça joue plutôt contre lui, et il va falloir un certain temps pour que le général de Gaulle accepte de changer d'avis. Mais par exemple, pendant l'été 40, lorsque René Cassin lui dit si vous voulez vous concilier les Américains, il faut que vous mettiez en avant la démocratie, le général lui répond si, pour faire plaisir aux Américains, je prononce le mot de démocratie, ça leur fera sûrement plaisir, mais ça n'ira pas plus loin, mais par contre, ça va heurter beaucoup de ceux qui nous ont rejoints. Donc, il faudra attendre un certain temps pour que le général de Gaulle se rende compte que cette attitude, qui fait qu'il renvoie dos à dos, en considérant qu'ils sont également nocifs, et le régime de la Troisième République, la République parlementaire, et le régime de Vichy, c'est quelque chose qui va heurter beaucoup de Français et qui va poser un problème vis-à-vis de la résistance intérieure. Parce que cette résistance intérieure, il faut tout de même en parler, en rappelant que, à la différence de Gaulle qui n'a derrière lui qu'une minorité, c'est un groupe qui va se créer tout à fait en dehors de la France libre. La résistance intérieure se crée de manière spontanée, par connaissance en général, et au départ, elle est très pétainiste. Des organisations comme Défense de la France ou comme Combat chantent, qui sont des organisations très importantes de résistance, chantent les louanges du maréchal Pétain. Elles sont franchement, clairement pétainistes en 1940. On voit se créer une résistance militaire autour du deuxième bureau de l'armée de l'armistice, qui va donner un peu plus tard naissance à l'organisation de résistance de l'armée. Cette organisation est extrêmement proche du général de Pétain, du maréchal Pétain. On voit se créer des organisations qui, par exemple, regroupent des anciens membres, d'anciens membres du Parti social français du colonel de la Rocque, qui vont créer l'organisation Ceux de la Libération. Et comme on se recrute par connaissance, on se recrute dans les sphères qui ont donné naissance à ces éléments. Alors il y a également les organisations de résistance qui naissent dans les milieux syndicalistes. Par exemple, Libération. Libération Nord dans le nord de la France, Libération Sud dans le sud de la France. Or, ces organisations n'ont pendant longtemps quasiment aucun contact avec la France libre. Il y a à la rigueur quelques contacts avec le bureau central de recherche et d'action, c'est-à-dire le deuxième bureau de la France libre,
qui de temps en temps prend contact avec quelques groupes, mais il n'y a aucun contact. Et l'une des raisons de cette absence de contact, ce sont ces discours du général de Gaulle vitupérants contre la Troisième République qui, à partir de 1941 et 1942, commence à éveiller la nostalgie des Français face à la dictature de Vichy. Et par conséquent, la liaison va se faire très difficilement. C'est le préfet Jean Moulin qui, en novembre 1941, passant en Angleterre, va trouver le général de Gaulle et lui explique qu'il y a une résistance française, que ces gens sont en train de s'organiser, publient des journaux, peuvent donner des renseignements, mais les donnent très souvent au deuxième bureau, à l'intelligence service anglaise, plutôt qu'au bureau de recherche et d'action de la France. Et par conséquent, pour que la liaison se fasse, il va falloir attendre avril 1942, le voyage à Londres de Christian Pineau, envoyé par les organisations de résistance, et il est envoyé pour sonder les idées politiques du général de Gaulle. Est-ce que ce général est un fasciste, comme le pensent beaucoup d'entre eux? Et il va y avoir des discussions extrêmement difficiles entre Christian Pineau et le général de Gaulle. Christian Pineau voulant finir par lui faire dire qu'il approuve le rétablissement de la République. Le problème, c'est que de Gaulle ne veut pas, parce qu'il dit, si je dis que je vais rétablir la République, tout le monde va comprendre que je veux rétablir la République parlementaire. Or, il n'en a aucune intention. Et par conséquent, il va falloir des discussions sévères pour que finalement, on trouve une formule suffisamment ambiguë, le général de Gaulle promettant par une déclaration au mouvement de résistance en avril 1942 de réaffirmer le principe de la souveraineté de la nation, de promettre de rendre la parole au peuple à la libération et de refonder une république et une république nouvelle. Voilà. À ce moment-là commence le ralliement de la résistance intérieure au général de Gaulle, mais je termine là-dessus, c'est un ralliement qui sera assez conditionnel. C'est-à-dire que, par exemple, le dirigeant de combat Henri Freinet estimera toujours que de Gaulle a au fond indûment pris en main la résistance française et que Emmanuel Dastier de la Vigerie, qui est le chef du mouvement Libération, considérera de Gaulle comme le symbole, mais pas le chef de la résistance française. Alors là, vous commencez à avoir une petite idée de la complexité des problèmes qui se posent au général de Gaulle, d'autant que, comme il a été dit, il est pris entre deux feux, entre la Troisième République et Vichy, mais en fait il est pris entre trois feux parce qu'il y a aussi les communistes. Et ça c'est extrêmement important, donc il doit naviguer entre les trois. Et par conséquent, à la fois dans ses relations avec ses alliés, dans ses relations avec la résistance et dans ses vues à long terme sur ce que doit être la libération de la France, il doit prendre tout cela en compte. Il est attendu par la Troisième République qui voudrait renaître, il est attendu par Vichy et il est attendu par les communistes qui forment qui ont de plus en plus d'influence en France. Et donc tout ça doit entrer dans cette extraordinaire partie d'échecs qu'il va mener avec énormément d'obstacles, des dissidents à l'intérieur de son propre mouvement, des problèmes de logistique, de transport, de financement à n'en plus finir. Et je dois ajouter une chose à laquelle on pense rarement, tout ça en ayant des problèmes de santé, parce que pendant ses déplacements en Afrique,
il a attrapé le paludisme. Donc il a des crises de paludisme. Affronter tout ça avec une santé qui n'est pas bonne, c'est vraiment pas, c'est absolument surhumain. Et donc ça vous donne une idée. Alors voilà, pour la résistance, Sarah Barraud, est-ce que vous avez d'autres éléments à nous apporter? Vous avez employé l'image du jeu d'échecs. Elle est très juste, c'est-à-dire qu'en permanence, il conduit une stratégie, c'est celle qu'on a décrit, une stratégie de légitimité et de construction, et il y a des instants où il est aussi dans le bluff, et notamment Jean Moulin joue un rôle à ses côtés formidable, puisque c'est une part de hold-up qui font sur le mouvement de la résistance. Il y a des réticences, on a même parlé d'une résistance sans De Gaulle, voire d'une résistance contre De Gaulle de l'intérieur, et il va avoir le génie de réunir les mouvements de résistance non sans mal et d'imposer le soutien au général De Gaulle, qui est beaucoup plus complexe, comme ça a été dit, que la réalité qui en est ressortie vis-à-vis des opinions, notamment anglo-saxonnes. Donc il y a quelque chose là qui est un atout fondamental, et à ce titre-là, Jean Moulin a été un allié extraordinaire pour le général De Gaulle. Après, la question du rapport à la République et à la démocratie est effectivement fondamentale. J'y reviendrai peut-être d'un mot. Il fallait... alors, on a beaucoup fait le procès d'un De Gaulle non républicain, non démocrate, qui en réalité, par calcul, plus que par conviction et volonté, s'y est rallié. Il ne faut pas, effectivement, être dans une image déifiée du général De Gaulle qui aurait été le défenseur absolu des idées républicaines au moment où la République était mise à bas. Malgré tout, dans l'autre sens, il faut remettre un peu de contexte. Fondamentalement, et à titre personnel, il est républicain et depuis sa jeunesse. À sa mère, à qui on disait « mais que pensez-vous de vos fils ?» Elle répondait « je les aime, mais il y a quand même un très grand malheur, ils sont républicains ». Donc, c'est quelque chose aussi qui, dans l'histoire familiale, est une rupture, le basculement de l'idée monarchique classique à cette idée républicaine, et c'est une réalité chez nous. Ensuite, il faut voir ce qu'était l'image de la Troisième République après 40, responsable de la défaite liée à une non-préparation de la guerre. L'image de la Troisième République, quasiment plus aucun Français n'en veut en juin 40. C'est pas par hasard que la Chambre du Front Populaire, même s'il manque énormément de députés, il manque les communistes, il manque ceux qui sont partis sur Massilia, va voter les pleins pouvoirs à Pétain, qui va conduire au changement de régime. On n'est plus dans une continuité républicaine avec les pleins pouvoirs, on est dans un changement complet de régime. Quand Blum assiste à ces séances, il reste silencieux. Tant il y a un rejet de la Troisième République, pourquoi il reste silencieux? Parce qu'il a promis à Jaurès de toujours maintenir l'unité du Parti socialiste. Et donc il ne veut pas prendre le risque de se faire huer par des députés socialistes s'il prend la parole pour aller à l'encontre de la position de porte-Laval au nom du maréchal Pétain. Donc on est quand même dans un rejet qui est violentissime de la Troisième République et de ses institutions et du régime parlementaire. Donc il est, comme ça a été dit très justement, le général de Gaulle, obligé d'en tenir compte, de biaiser, mais malgré tout, il va se positionner dans une ligne qui est une ligne de continuité républicaine, d'illégalité fondamentale, de non-existence du régime de Vichy, comme le marqueront les ordonnances de 1944, mais malgré tout de s'inscrire dans cette continuité républicaine. Donc, il y a effectivement l'éclairage qui consiste à dire attention, tout ça était beaucoup plus compliqué que ça, c'était surtout un entourage issu de l'extrême droite et anti-allemand. Mais de l'autre côté, sa position est aussi une position ramenée dans le contexte de l'époque, extrêmement courageuse par rapport à la question de la République et de la démocratie, en tout cas dans les premières années. À partir de Montoire, à partir de novembre 1942, plus personne, raisonnablement, dans la résistance, ne croit à l'idée d'une résistance
l'instant où les illusions se lèvent, c'est en novembre 1944, au moment où Pétain a la possibilité de partir pour l'Afrique du Nord, de rejoindre les forces françaises libres, de rejoindre l'Afrique du Nord et de devenir le porte-drapeau des forces françaises libres aux côtés des Alliés, et qui refuse à ce moment-là, s'enfonçant de manière dramatique dans la collaboration. Donc à partir de ce moment-là, plus personne n'y pense et n'y croit. Mais entre juin 40 et novembre 42, il y a une vraie question où se situe le cœur de la résistance à l'Allemagne. Et donc pour De Gaulle, porter l'idée de république, même avec ce qui a été dit, est aussi une preuve d'engagement et de courage. Donc dans la nécessité, c'est aussi l'intérêt de ce débat, de relativiser les choses, il faut aussi le relativiser dans ce sens-là. Alors, chronologiquement, lorsque De Gaulle arrive à Alger et que se constitue la coprésidence, on a appelé une présidence à deux têtes dont une seule était pensante, il y a quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire que la France libre va avoir une base indépendante de la volonté des Anglais. On ne dépend plus des Anglais, ou on en dépend infiniment moins, parce que on a un territoire, on a des ressources, et ça va ressembler de plus en plus à une autorité gouvernementale. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça va être la France combattante, et ensuite ça va être le gouvernement provisoire de la République française. Donc ils vont être vus autrement par les Alliés. Alors, sur ces relations difficiles avec les Alliés, tous les Alliés, y compris Staline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Eh bien, il faut dire qu'à partir de juin 1943, c'est-à-dire lorsque le général de Gaulle devient coprésident du Comité français de libération nationale avec le général Giraud à ses côtés, mais on sait que Giraud sera éliminé dès l'automne et que de Gaulle en deviendra le seul chef, on se trouve dans la situation suivante. Désormais, la France libre, puis la France combattante, c'est-à-dire la France à l'extérieur du territoire métropolitain, et la résistance ralliée au général de Gaulle, c'est ce qu'on appelle la France combattante, désormais dispose d'une assise territoriale importante. Toute l'Afrique du Nord, l'essentiel des colonies africaines, dispose d'une armée solide, parce qu'il faut rappeler que Vichy avait laissé des troupes relativement nombreuses sous les ordres du général Végan d'abord en Afrique du Nord, et qui vont se rallier par le fait que Giraud accepte de se réunir à De Gaulle. Donc on a désormais une véritable armée. C'est le moment où va être créée la première armée française du général Delatte de Tassigny, qui a à peu près 200 000 soldats français en Afrique du Nord. Donc il y a un territoire, il y a une armée, il y a un gouvernement qui ne dit pas son nom, le Comité français de libération nationale. Il va s'y ajouter en septembre 1944 deux éléments très importants. Après l'élimination de Giraud, l'entrée au Comité français de libération nationale d'hommes politiques de la Troisième République qui rentrent au sein du gouvernement, par exemple Pierre Mendès-France, qui va y devenir commissaire à l'économie. On y trouve des modérés, des radicaux socialistes. À partir d'avril 1944, deux communistes se joignent au Comité français de libération nationale, Fernand Grenier et François Billoux. Henri Queuille, qui a été, je crois que c'est 11 fois président du Conseil, va devenir vice-président du Comité français de libération nationale. Donc, De Gaulle a créé à Alger un gouvernement d'union nationale. En même temps, il crée une assemblée consultative, c'est-à-dire une assemblée qui
appuyer le gouvernement, elle est strictement consultative, mais elle comprend pour moitié des représentants de la résistance, des mouvements de résistance, mais aussi d'anciens élus qui n'ont pas voté les pleins pouvoirs à Pétain, des représentants de l'outre-mer, etc. Et désormais, ce qui s'est créé à Alger, c'est un État virtuel, mais qui ne concerne qu'Alger. La France reste sous l'autorité de l'occupation allemande et sous l'autorité du gouvernement de Vichy. Et par conséquent, commence à Alger l'opération de transfert futur de la légalité républicaine d'Alger en métropole. Et pour préparer ce transfert vers la métropole, le Comité français de libération nationale va prendre 131 ordonnances qui préparent la mise en œuvre de la République provisoire dans la France libérée. Alors, à la base, l'ordonnance fondamentale, c'est celle du 9 août 1944, qui déclare nulles et non avenues tous les lois et les règlements prises en métropole depuis le 16 juin 1940, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir du gouvernement Pétain. Tous les actes sont annulés. Alors ça, c'est le principe. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a après tout des lois qui ont été prises qui semblent parfaitement valables et qu'on validera. Il y en a un certain nombre qu'on annule et puis beaucoup qu'on réforme. Et puis surtout, se mettre en place à Alger pour l'immédiate après-libération un scénario qui doit permettre au Comité français de libération nationale de prendre véritablement en main le territoire français. Alors ce scénario il est mis en place par le Comité général d'études, qui est une des organisations du Conseil national de la résistance, où siègent pas mal de juristes, participent à ce travail René Cassin, Henri Queuille, De Gaulle lui-même, et il s'agit de nommer, pour le moment où le territoire sera libéré, des commissaires de la République qui prendront immédiatement en main le territoire pour remplacer les préfets de Vichy et qui disposeront des pleins pouvoirs dans la zone qui a été créée. Alors, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est capital, fondamental. Il s'agit de devancer le risque que d'autres s'installent en France dans le pouvoir gouvernemental. Les Américains, dont le général de Gaulle sait qu'ils ont préparé une administration militaire de gouvernement pour les territoires occupés, c'est-à-dire qu'il y aura un gouvernement militaire dirigé par les généraux américains. Il y a le Conseil national de la résistance, qui a reconnu de Gaulle comme chef, certes, mais dont on peut redouter les communistes qui jouent un rôle capital, qu'ils prennent le pouvoir sur place. Et puis, il y a effectivement les autorités de Vichy qui risquent de vouloir se cramponner. Et donc, il y a toute la préparation d'une libération du territoire qui permettrait immédiatement la mise en œuvre du gouvernement français. Et on peut dire qu'au printemps 1944, au moment où se prépare le débarquement, d'une part, le général de Gaulle transforme le 2 juin, 4 jours avant le débarquement, mais il ne sait pas à quelle date elle aura lieu, qui transforme le Comité français de libération nationale en gouvernement provisoire de la République française. Et puis il y a toute cette stratégie préparée pour que l'autorité du général de Gaulle puisse effectivement s'installer en France. Alors, effectivement, ce que vous avez vu, c'est l'évolution depuis le Comité français de libération nationale jusqu'au gouvernement provisoire de la République française. C'est une construction indépendante en Afrique du Nord qui en impose aux Alliés. Et
son livre sur De Gaulle et Pétain, Frédéric Salabarou a un chapitre très subtil sur les relations entre De Gaulle et Roosevelt, dont je vous recommande la lecture. Et donc il va pouvoir nous dire un petit peu en quoi est-ce que ce changement de statut change également les relations de Gaulle avec ses alliés. Alors, ce qui est effectivement très intéressant et à certains égards fascinant, c'est que tout ce qui vient d'être décrit, ce travail très sérieux, pas à pas, visant à reconstruire une légitimité et à opérer un retour de pouvoir institutionnel après la victoire, donc, tout ce travail se fait dans une hostilité invraisemblable de Roosevelt, l'homme le plus puissant du monde, vis-à-vis du général de Gaulle. Et donc, si on doit admirer le général de Gaulle, il faut l'admirer aussi pour ça, c'est-à-dire sa capacité en permanence à construire dans la guerre et en assumant l'hostilité de son principal allié. Et c'est son quotidien. Si effectivement, dans le même temps, on fait en image inversée ce qu'il a pu vivre, pour faire ça, on mesure cette réalité humaine. Déjà, si on part d'enfant, Roosevelt veut absolument trouver une solution entre ce qu'il appelle les deux divas militaires françaises, Giraud et de Gaulle. Donc il les fait venir dans des conditions, il fait venir de Gaulle dans des conditions qui sont humiliantes, puisqu'on est en territoire français et il est l'invité de Roosevelt, et il est traité absolument pas comme il aurait dû l'être, mais comme quelqu'un pour lequel on veut un communiqué de déclaration pour montrer qu'il aura su régler ce problème. Donc il n'y a aucune considération. Alors certes, on peut soutenir que la visite de l'envoyé du général de Gaulle, André Philippe, auprès de Roosevelt a été absolument catastrophique et n'a fait que conforter dans l'idée qu'en réalité c'était une bande d'illuminés et que derrière ça il y avait d'apprenti dictateur. Il y a déjà cette absence totale de considération. Ensuite, la recherche systématique d'une alternative jusqu'au bout de l'évidence. Roosevelt a cherché à soutenir Giraud comme une alternative au général de Gaulle. Il a fallu la visite désastreuse de Giraud invité le 14 juillet 1943 aux États-Unis. C'est là d'ailleurs qu'on voit l'idée absurde. On laisse de Gaulle à Alger le 14 juillet faire des discours flamboyants sur le retour de la France, et Giraud bêtement accepte l'invitation idiote de Roosevelt et n'est pas présent à Alger le 14 juillet 1943, et il va même faire le 15 juillet à Ottawa une conférence de presse qui ruine complètement son image, puisqu'à la question de savoir ce qu'il pense de l'Allemagne, il répond à le national-socialisme, il y a des bonnes choses dedans. Et donc, flambé dans la presse qui conduit Roosevelt à la conclusion, avec sa phrase, lui dit « j'ai bien peur qu'on ait fait le choix d'une planche pourrie ». Mais malgré tout, systématiquement, il y a la recherche de l'alternative. Alors là, on est dans l'anecdote. Ensuite, les choses sont beaucoup plus graves. Le 27 août 1943, les Britanniques du bout des lèvres, les Soviétiques plus nettement et 35 pays vont reconnaître la légitimité du comité d'Alger, les Américains en aucun cas. Le débarquement va se préparer sans que De Gaulle ne soit au courant de rien. Il ne connaît pas la date, il n'en est pas informé. Malgré toutes les demandes de Gaulle, il n'y a strictement aucun accord sur les conditions dans lesquelles la France va être administrée après le débarquement. Ça a été dit, les Américains ont préparé des fonctionnaires en quelques mois qui auraient été chargés de gérer la France, c'était la mégote. Il n'était pas question de s'en remettre aux autorités gaullistes ou aux autorités françaises. Ou alors, on pouvait passer des deals comme pour Darlan avec différentes autorités dans différentes régions. Pas question non plus qu'il y ait une monnaie nationale. Ils avaient déjà émis une monnaie d'occupation. De Gaulle
quitté juste après le débarquement, quand Churchill se rend en Normandie. Ça n'est qu'un peu plus tard qu'il peut y aller, où il y a un accueil triomphal à Bayeux. Donc on est dans une logique qui est tout ce qu'on peut faire pour éviter De Gaulle est fait sur le plan politique. Et Churchill, qui pose le principe que quoi qu'il arrive, il choisira toujours Roosevelt, quelle que soit la question, évidemment, par rapport à De Gaulle dans toutes les situations, est un supplétif de cette logique, même si il commence à bouger sous l'effet de la vision d'Éden qui est beaucoup plus réaliste. Alors, dans cette espèce d'hostilité terrible que va rencontrer De Gaulle, Eisenhower, lui, a une approche qui est différente. Il voit que le recours et ce qui permettra de conduire les opérations en métropole, De Gaulle peut être très utile aux armées américaines. Donc en décembre 1943, il y a une rencontre entre De Gaulle et Eisenhower, où Eisenhower lui dit « Quels que soient les ordres que j'aurai, ça sera moi qui serai maître sur le terrain et je saurai m'appuyer sur vous. » D'ailleurs, il va laisser les troupes françaises libérer Paris. C'est un choix aussi d'Eisenhower, qui est un cadeau invraisemblable sur le plan politique fait à De Gaulle quand on sait ce que voulait Roosevelt, puisque Roosevelt ne va même pas féliciter De Gaulle de la libération de Paris. Il va lui écrire une lettre suite à un attentat dont a été victime Giraud, en lui disant je trouve scandaleux qu'on ait pu être dans une telle situation, quelque part en mettant presque en accusation, sans le féliciter de la libération de Paris. Il y aura une incidente à la fin de la lettre en lui disant par ailleurs, je ne peux que me réjouir de la libération de Paris par les forces auxquelles vous avez participé ou quelque chose comme ça. Le mot est terrible. Et dans cette symbolique, parce que les rapports humains comptent terriblement, et là je fais un peu en miroir des éléments précis et juridiques, historiques qui ont été donnés, Roosevelt va finir par inviter De Gaulle le 6 juillet 1944 et ne va cesser de lui infliger des humiliations symboliques. Le nombre de coups de canon n'est pas celui d'un chef d'État. De Gaulle, qui a toujours voulu nouer une relation avec Roosevelt, a réfléchi pendant des jours aux cadeaux qu'il pourrait offrir à Roosevelt, et qui aimait les modèles réduits. Il a fait faire un modèle réduit de sous-marin en s'investissant dans ce cadeau. Le premier geste de Roosevelt quand De Gaulle quitte la pièce, c'est d'ailleurs la stupéfaction de sa femme, et consiste à prendre ce modèle réduit et à l'offrir à un de ses petits-enfants, comme si ça n'avait strictement aucune valeur. Donc, ça a forgé, évidemment, dans cette difficulté, des choses qu'on a retrouvées ensuite dans le parcours du général De Gaulle, c'est-à-dire une certaine conviction que si les États-Unis sont en politique intérieure une très grande démocratie, en politique extérieure, ils sont dans le réalisme le plus absolu, voire le cynisme, dans certaines situations, et donc il faut affirmer et réaffirmer la position de la France. Il y a aussi, derrière cette question de principe, il y a la trace de ces humiliations et de cette difficulté, mais ce qui est intéressant, et c'est aussi une raison de l'épuisement du général De Gaulle à la libération, ce qui fait qu'il est en réalité l'homme de la situation politique pendant la guerre, mais il n'est pas capable d'être l'homme de la situation politique pendant la libération et abandonne assez rapidement le pouvoir. Cet épuisement, il est lié aux efforts de la guerre, mais il est lié au fait qu'il se bat en permanence sur deux fronts, face aux Allemands et dans la conduite de la guerre, mais presque de manière plus violente encore, contre ses propres alliés et contre Roosevelt. Si on peut faire le miroir de votre première phrase, c'est un invraisemblable miracle ou un triomphe formidable de la volonté d'un homme qui puisse avoir été encore en place à la libération de la France. 1000 fois, il aurait dû être éliminé, 1000 fois, il a failli être éliminé, et il n'a pas été. S'il y a l'autre mystère, c'est pourquoi il est détruit en premier mystère, deuxième mystère, qui renvoie toujours la même chose à l'homme, c'est qu'il ait pu être encore en place au moment de la libération de la France. Alors, une dernière chose, un homme ordinaire se serait tout de même contenté, pris entre justement les alliés Vichy, la Troisième République, les communistes et tous ces mouvements de résistance un peu dissidents, plus les dissidents à l'intérieur de son mouvement, arriver à obtenir la libération de la France et à s'y réinstaller, beaucoup s'en seraient contentés.
le général de Gaulle, non. Il voulait qu'on soit représenté jusqu'à Berlin. Et donc, tous ces résistants, toutes ces troupes, avant même que le territoire n'ait été libéré, il les pousse en Allemagne. Parce que, toujours, sa devise, il faut toujours penser au coup d'après. Le coup d'après, c'est qu'est-ce que sera la France dans l'après-guerre par rapport aux autres pays. Et pour qu'elle soit quelque chose et pour qu'elle garde l'estime d'elle-même, il faut qu'elle pense avoir gagné. Et pour qu'elle pense avoir gagné, il faut qu'elle soit à Berlin. Et pour ça, il est prêt à tout. Et à brûler des étapes, à brûler la politesse aux Alliés. Et c'est là que vous voyez le couronnement du travail de ce personnage, ce dinosaure vertical, comme avait dit je ne sais plus qui, ce travail absolument extraordinaire d'achèvement, quelque chose qui vraiment effare Staline. La France ne s'est pas battue, ou c'est très peu, et le général veut une place à égalité avec tous les autres alliés. Même Staline en est effaré. Et donc ça, c'est encore très impressionnant. Et comment est-ce que vous voyez cela? Bien, moi je suis frappé par le fait de... vous avez raison, le De Gaulle a été sans arrêt sur la brèche depuis 1940. Il l'est à nouveau au moment du débarquement. Il l'est alors que les Alliés ont prévu tout à fait autre chose pour libérer la France. Et cependant, il entend jusqu'au bout poursuivre son œuvre. Alors, poursuivre son œuvre jusqu'à quand? Bon, dès 1940, il a déclaré qu'il rendrait la parole au peuple de la libération. Il a réaffirmé auprès de Léon Blum, qui s'en inquiétait beaucoup. Léon Blum a aidé largement De Gaulle en écrivant à Churchill et à Roosevelt pour se porter garant des idées démocratiques générales. Mais il est clair que Léon Blum s'interroge d'autant plus sur ce qui va se passer à la Libération que les Anglais de Londres, les socialistes qui sont réfugiés à Londres sont dans l'ensemble hostiles au général de Gaulle, ne s'y rallient pas du tout. Blum, si, il croit dans ses idées démocratiques, mais dans les échanges épistolaires qu'il a du fond de sa prison avec le général de Gaulle, il explique clairement que pour lui, il entend le soutenir jusqu'à la libération, mais pas au-delà. Parce que dès la libération, il faudra, dit-il, rendre la parole au peuple. Or, le général de Gaulle estime que son œuvre n'est nullement achevée par la libération, qu'il doit rendre la parole au peuple et créer cette république nouvelle qu'il appelle de ses voeux. Et on a, dès ce moment-là, dès les débuts de la libération de la France, la volonté de Gaulle d'affirmer, l'autorité de l'État. Par conséquent, il va très vite se précipiter en France dès les débuts du débarquement. Le débarquement a lieu le 6 juin. Le 12 juin, il est à Isigny, Grand-Camp, Bayeux, les villes qui viennent d'être libérées. Il convoque le sous-préfet de Vichy, il lui annonce qu'il est révoqué et il nomme à sa place un résistant qu'il a trouvé sur place, Triboulet, et il installe le premier commissaire de la République, François Coulet, 6 jours avant le débarquement. Par conséquent, il fonce. Bien plus, il va essayer de foncer à Paris parce qu'il redoute que le Conseil national de la résistance prenne en main la capitale et qu'il trouve au fond un gouvernement provisoire installé à Paris. C'est pourquoi il demande et obtient, M. Salavaro vient de nous le rappeler, d'Eisenhower qu'il laisse la 2e division blindée du général Leclerc aller à Paris, et il arrive à Paris sur les talons, donc en plein, alors que les combats ne sont pas terminés, qu'il y a encore des gens qui tiraillent dans Paris. Il arrive à Paris immédiatement pour y affirmer la présence de l'État. Et on lui annonce, quand il arrive à Paris, que le Conseil national de la résistance l'attend à l'hôtel de ville.
Alors il ne va pas à l'hôtel de ville, il va au ministère de la Guerre, qu'il a quitté en 1940 et qui est un ministère d'État. Il entend affirmer l'État. Ministère d'État, puis il convoque, il invite le Conseil national de la Résistance, il est prêt à les recevoir à l'hôtel de Brienne. Alors, on lui fait remarquer, Leclerc lui-même, que tout de même, la Résistance a fait beaucoup d'efforts, qu'on pourrait, etc. Alors De Gaulle se laisse à demi convaincre, il va donc quitter l'hôtel de Brienne, mais avant d'aller à l'hôtel de ville, il s'arrête à la préfecture de police. C'est-à-dire que, là encore, il affirme que l'État l'emporte sur la Résistance, cette nation en armes, qui a fait un travail considérable. Et lorsqu'il arrive à l'hôtel de ville, il va tenir un discours plutôt raide aux dirigeants de la Résistance qui sont là, en leur expliquant qu'au nom de l'unité nationale, il faut désormais laisser l'État gouverner. Et quand Georges Bidault, président du Conseil national de la Résistance, lui demande de proclamer la République du haut du balcon de l'hôtel de ville, ici, c'est le grand geste révolutionnaire, il s'y refuse en déclarant que la République n'a jamais cessé d'exister et qu'elle a été successivement incarnée par le Comité national français, le Comité français de libération nationale et aujourd'hui le gouvernement provisoire de la République française. Et par conséquent, les résistants sont assez choqués, on peut le comprendre, par cette attitude du général de Gaulle, mais qui entend affirmer la primauté de l'État. C'est sa grande idée depuis 1940. Et alors il va l'affirmer sans arrêt, en faisant des voyages en province pour imposer l'autorité des commissaires de la République remise en cause par certains dirigeants de la Résistance, ou pour le mois de septembre 1944, il organise au Palais de Chaillot une grande réunion et là, il déclare qu'il est temps que les résistants rentrent dans le rang, donc il dissout l'état-major militaire de la Résistance, les FFI qui le veulent sont versés dans l'armée et il décide que désormais toutes ces organisations qui ont été créées par la Résistance doivent se couler dans les cadres républicains classiques et le Conseil national de la Résistance sera versé dans l'Assemblée consultative. Donc il y a la volonté d'affirmer l'État, et cette volonté, bien sûr, elle s'affirme à l'extérieur par ce qu'indiquait M. Kersauzon, c'est-à-dire la volonté que la France participe aux actes finaux de la guerre, que l'armée française pénètre en Allemagne. On sait que ce sont les troupes françaises qui ont atteint les premiers Berchtesgaden, le nid d'aigle de Hitler dans les Alpes bavaroises, et que la France soit présente, et il l'obtiendra lors de la signature de l'armistice en mai 1945 à l'Ouest, et dans l'été 1945 au Japon, où les Français vont contresigner la capitulation de l'Allemagne et celle du Japon. Autrement dit, ce qui était un pari fou en 1940 s'avère, et encore une fois, grâce à la personnalité de Gaulle, à sa persévérance, à son intransigeance aussi, s'affirme un pari réussi en 1944-45. Bien, écoutez, notre conclusion sera en gros la même que celle d'hier. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas même le commencement de la fin, mais c'est peut-être bien la fin du commencement. En anglais? Ah, il faut faire revenir Churchill.
'Tis not the end, 'tis not even the beginning of the end, but it is perhaps the end of the beginning. Merci à votre attention. Je vous suggère, M. Kersaudi, de passer aux questions du public. Vous me donnez les indications sur les personnes. Vous m'entendez? Oui, oui, absolument. Vous me donnez les indications sur les personnes dont vous retenez les questions et on se dirige vers eux. Je vous propose de faire des groupes de 2-3 questions à chaque fois. Très bien. Merci de cette conférence, c'était extraordinaire. N'y a-t-il pas, pour le personnage de Gaulle, une certaine force mystique de la connaissance de cette histoire française? Hier, on en a parlé, de ces grandes personnalités comme Jeanne d'Arc, donc un certain mysticisme de se dire je suis dans l'histoire, je connais l'histoire de la France, je vois la France dans 100 ans, 200 ans, mais une certaine force presque mystique de se dire j'écris l'histoire, je représente la France, et donc tous les avatars qui lui sont arrivés, il y avait toujours cette force pour dire on va s'en sortir, et voilà quoi. Oui, c'est très juste. Question. Bonjour messieurs, merci pour vos interventions. Dans son manuel d'histoire politique, d'histoire des idées politiques, Jean-Claude Ricci consacre son dernier chapitre au général de Gaulle, et ce chapitre commence par l'interrogation suivante: De Gaulle, Jésus ou Machiavel? Duquel des deux personnages pensez-vous qu'on puisse davantage le rapprocher? Ça complète très bien la première question. Une dernière question, peut-être en haut. Bonjour et merci. Je voulais juste savoir si le général de Gaulle avait été peut-être victime d'une tentative d'assassinat. Merci. Pendant la guerre? Pendant la guerre? Pendant la guerre ou avant ou après? Avant, non. Pendant la guerre, sûrement. Après beaucoup, pendant la guerre, on va vous le dire. En tout cas, il a ressuscité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, pour la mystique et la connaissance de l'histoire de France, je pense que c'est évident. Lui-même l'écrit, il explique dans ses mémoires de guerre que son attitude de 1940, c'était un appel venu du fond de l'histoire. Voilà. Donc, il se voit en représentant, il le dit d'ailleurs clairement, de l'âme de la France. Et l'âme de la France a été pour lui trahie par Vichy, donc il entend la relever. Ça correspond tout à fait à son vocabulaire, à ses intentions, etc. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors évidemment, il y a un aspect un petit peu mystique, il n'y a pas de doute, mais bon, peut-être, est-ce qu'après tout, c'est ça qui fabrique les Jeanne d'Arc. Il y a probablement une logique de strate en réalité. Il est sans doute plus complexe que ça. Il y a un premier niveau qui est clair, c'est cette culture historique transmise par son père, qui est très profonde, qui est très romanesque, très idéalisée, qui connaît par cœur l'histoire de France, et il l'a intériorisé complètement. Donc, dès son adolescence, son premier texte le met en scène comme le général qui sauve la France des Allemands. Donc il est déjà dans cette mystique. Il est sans doute d'ailleurs, ça va conduire à un premier trait de sa personnalité, c'est probablement quelqu'un qui a trop conscience de ses qualités jusqu'à l'arrogance. C'est pour ça qu'il s'est fait autant d'ennemis. Il y a une anecdote que raconte un des militaires qui était avec lui en début de carrière. Il y a un exercice militaire qui vient de se terminer, il fume deux cigarettes, et ce lieutenant raconte, ils étaient lieutenants tous les deux à l'époque, qui
se tourne vers De Gaulle et dit « Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée, mais je pense que vous êtes appelé à un très grand destin. » Et il s'attend à ce que De Gaulle lui donne un coup de coude en riant. Et plusieurs secondes passent et il est surpris d'entendre De Gaulle lui répondre « Je sais ». Et donc il y a quelque chose qui est chez lui, cette conscience qui rend à certains imbuvable et très admirable à d'autres, qui va effectivement lui servir dans cette période. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est important aussi, c'est que la vie l'a beaucoup remis à sa place dans les années 30. C'est des moments d'épreuve. Il va rompre avec Pétain et se retrouver assez largement marginalisé dans l'armée. Il va vivre des événements personnels douloureux, la naissance de sa fille Anne Chrysomique en 1928, qu'il va adorer, mais qui est un choc, la maladie qui va atteindre son frère préféré, qui va le laisser paralysé, toutes sortes d'épreuves. Ce qui est intéressant dans le livre d'Yves De Gaulle et ce que disent Philippe De Gaulle et souvenirs de leur père et grand-père, c'est que les années 30 ont été des années terribles pour le général De Gaulle. Une vraie pure traversée du désert, bien plus importante d'ailleurs que celle dont on parle pour l'autre. Ce qui fait qu'il arrive en juin 40, en ayant abandonné ce qu'il y avait peut-être de plus superficiel dans son caractère, mais avec l'idée des choses essentielles. Donc s'il supporte et s'il passe le pas et s'il supporte ce qu'il va devoir supporter, c'est qu'il pense désormais de moins en moins en lui, à ce qu'il veut, à cette image de lui-même, et de plus en plus à servir et à se mettre au service. Donc, il restera, il suffit de lire ses mémoires, dans quelque chose où le regard sur lui-même est essentiel, mais il a changé. Et puis le troisième niveau qu'il faut sans doute prendre en compte, qui renvoie à l'interrogation de Jésus ou Machiavel, c'est qu'il devient et il est un politique redoutable. La façon dont il va, en 11 mois, abattre Giraud à Alger est la plus belle leçon de tactique politique qu'on puisse donner. C'est un politique redoutable. La façon dont il va revenir en 58 est aussi une leçon de capacité à saisir l'événement de politique absolument redoutable. Et là, le mot Machiavel peut effectivement s'employer. Parce que pour finir sur le général de Gaulle, un certain nombre de grands hommes ont eu des moments extraordinaires, dont mais il est probablement le seul à en avoir eu deux. Il a juin 40 et 58. Churchill n'a que la guerre. Quand il revient, d'abord c'est trop tard, et il n'est pas capable de projeter le Royaume-Uni qui est déjà rentré dans la crise de la post-colonisation dans le monde moderne. De Gaulle est sans doute le seul à être deux fois l'homme providentiel. C'est déjà assez difficile de l'être une fois, il l'est deux fois. Votre question? Le fait que le général de Gaulle a été absent à Yalta, est-ce qu'il aurait pu influencer ces messieurs, ces j'ose dire, sur la découpe du monde qu'ils en ont faite? Certainement pas. Je ne pense pas que les gens qui étaient réunis à Yalta étaient prêts à se laisser influencer par le général de Gaulle. Donc il faut voir aussi que sur ce plan-là, il fait une fixation sur Yalta parce que la France n'y a pas été invitée. Et il va passer pendant une grande partie de sa vie, de sa carrière politique, le syndrome de Yalta, c'est-à-dire des choses qui se décident dans le monde sans que la France y soit présente, va être pour lui comme une sorte de chiffon rouge. Donc il faut voir aussi que ce qui s'est passé à Yalta n'est pas exactement ce partage du monde qui a été dénoncé à l'époque, mais un certain nombre d'éléments beaucoup plus restreints, si vous voulez, pour résoudre des problèmes, et en particulier celui des frontières de l'Europe centrale et orientale. Alors bon, la France n'y a pas été invitée, mais il va ensuite mener une politique telle qu'il entend qu'il n'y ait pas de nouveau Yalta, et là où la France n'est pas présente, il considère qu'elle n'est pas non plus engagée, ce qui ne va pas faciliter ses relations plus tard, lorsqu'il reviendra au pouvoir, après 1958,
1948 avec les Alliés, en particulier avec les Américains. De ce point de vue, il y a quand même quelque chose, une sorte de ressentiment lié à la période de la guerre qui va continuer à jouer. Il est l'allié des Américains, mais il n'entend pas être leur vassal et il le montre de la manière la plus spectaculaire qui soit. Autre question? Pourquoi le général de Gaulle n'a-t-il pas été au courant du débarquement des Alliés en France? Est-ce qu'il se trouvait à Alger à ce moment-là? Parce que s'il était à Londres, il a dû voir les préparatifs quand même. Il était à Alger? Je m'interroge. Oui. Écoutez, je crois que c'est assez simple. Hein. Les Alliés n'avaient pas du tout l'intention d'avoir le général de Gaulle dans les pattes au moment où ils avaient débarqué. Et le général de Gaulle lui-même se doutait que ça n'allait pas tarder. Le fait que le 2 juin, 4 jours avant, il transforme le CFLN en GPRF, en gouvernement provisoire de la République française, le montre. Mais il n'est pas mis officiellement au courant. Et lorsque le débarquement commence le 6 juin, il n'est averti que lorsque les choses sont commencées, au fond, comme tout le monde, par la radio. Hein. Alors il va évidemment protester de virulence, exiger et obtenir de parler à la radio de Londres, et pour déclarer que la guerre, désormais, il y a eu le débarquement, et il ajoute, c'est la bataille de France, et c'est la bataille de la France. C'est-à-dire qu'il entend d'emblée dire il n'est pas question de nous mettre à l'écart, et c'est pourquoi 6 jours après, il débarque en Normandie et il prend tout de suite des décisions, personnellement, qui permettent d'installer les autorités qui ont été prévues au cours des mois précédents. Mais il est clair que Roosevelt ne voulait à aucun prix que De Gaulle s'installe en France, hein, et on a rappelé la raison que c'était Eisenhower, finalement, qui a pris la décision d'agir autrement que Roosevelt ne l'aurait souhaité. Bonjour messieurs, je m'étonne, c'est pour rebondir sur la dernière question, je m'étonne que De Gaulle n'ait pas été au courant puisqu'il y a eu des troupes, et je pense aux commandos Kieffer qui ont débarqué, je m'étonne qu'il n'ait pas eu une osmose en fait entre ces Français qui étaient intégrés dans les corps d'armée qui ont débarqué et lui qui était un peu, regardait un peu passer le train. Je crois que s'il a changé, c'est peut-être au dernier moment le nom du système politique qu'il voulait mettre en place, c'était peut-être parce que justement, au travers de ces troupes qui avaient débarqué, qui étaient françaises, il a peut-être eu des informations. Donc j'aimerais votre opinion là-dessus. Je crois que ça a été dit. Tout le monde savait le caractère imminent du débarquement. Effectivement, d'où la transformation en gouvernement provisoire. Mais en revanche, je crois qu'il n'y a pas de doute sur le plan historique qu'il ne savait pas et n'était pas prévenu du jour et du moment. Et c'est à la fois, en apparence, des raisons de secret militaire qu'on respectait toutes les forces qui étaient sur le terrain prêtes à débarquer, et d'abord et avant tout des raisons politiques. C'était une façon de signifier qu'ils ne participaient pas en tant qu'autorité politique au débarquement et à la libération de la France. Tout ça s'inscrit, c'est ce qu'on a dit, dans une cohérence. Pour les Alliés, on allait mettre en place une administration provisoire sous autorité américaine, et ce qui était nécessaire à la conduite de la guerre aurait été géré en fonction de l'attitude des différentes autorités locales. À l'époque même, par exemple, un Laval imaginait pouvoir faire sa jonction à Paris avec Herriot pour transmettre l'autorité républicaine aux Alliés quand ils arriveraient. On est vraiment dans un instant où toutes les visions, tous les calculs sont possibles.
possible. Même Pétain qui envoie l'amiral Offrand en délégation au général de Gaulle, parce qu'il imagine une scène grandiose dans laquelle il passerait sa légitimité française au général de Gaulle. Donc on est aussi dans cette période où toutes les visions sont possibles. La vision américaine qui consiste à dire de toute façon il n'y a pas de pouvoir légitime en France, c'est seulement la conduite de la guerre, il n'est pas question de permettre de mettre le général de Gaulle dans une position qui lui permette de s'affirmer sur le plan politique. Seuls ceux qui sortiront d'élections démocratiques seront jusqu'aux hypothèses et aux scénarios les plus invraisemblables, comme ceux de Laval ou de Pétain, à ce moment-là encore. Mais je crois qu'il n'y a pas de doute, malheureusement, c'est une blessure pour lui et pour nous tous, de Gaulle n'a pas été prévenu du jour et de l'heure du débarquement. Oui, et en réponse additionnelle à votre question, les hommes du commando qui est fait eux-mêmes ne savaient pas la date du débarquement. Donc en fait, ils ne pouvaient rien dire. L'autre chose, c'est que une autre raison pour laquelle on ne voulait rien dire à De Gaulle, depuis très longtemps, hein, ça date de 1942 et du débarquement à Madagascar, c'est qu'on soupçonnait que son entourage manquait de discrétion. Pas lui, mais son entourage. Et c'est pas tout à fait faux non plus. Il y avait un certain nombre de gens qui avaient tendance à faire des confidences un petit peu avinées dans les pubs le soir, et les Anglais le savaient. Donc c'était une raison ou un prétexte, en tout cas un bon prétexte, pour ne pas informer les Français libres de ce qu'on allait faire. Est-ce qu'il nous reste des questions? En haut, peut-être? J'en profite du coup pour vous en poser une. Vous avez dit, monsieur Kersaudi, que la France libre, puis la France combattante, à partir du moment où Alger est repris, redevenait une forme de gouvernement. Je voulais savoir, du point de vue financier, si dès la reprise de ce territoire, ce mouvement avait disposé d'une forme d'autonomie fiscale. C'est-à-dire s'était dégagé de la dépendance financière vis-à-vis des Anglais. Pas entièrement. C'était considéré comme une dette, mais disons qu'il pouvait commencer à avoir l'autonomie et même à rembourser parce qu'il y avait toutes les ressources de l'Afrique, des moyens de transport. Néanmoins, ça ne compensait pas l'équipement des armées, en particulier l'équipement donné par les Américains ou recédé par les Anglais. Tout ça, ça coûtait horriblement cher. Il faut bien voir que cette armée française, elle était équipée de briques et de brocs. C'était souvent des souvenirs de 1940. Donc il fallait tout rééquiper à l'américaine. Et d'ailleurs, les Américains n'acceptaient le concours des Français libres que s'ils étaient rééquipés à l'américaine. Donc tout ça coûtait extrêmement cher. Et donc non, il n'était pas entièrement indépendant, mais il commençait à l'être. Ce qui était psychologiquement très important. Je vous remercie. Je crois qu'on peut clore la conférence.